Bonjour, mesdames, messieurs. Donc, on va commencer avec la première présentation d'Aurélien Domergue. Aurélien travaille aussi dans le laboratoire de glaciologie. Normalement, cette année, elle est en sabbatical à l'Université d'Ottawa, dans le département de biologie. Elle est enseignante-chercheur à l'Université Joseph Fourier. Elle travaille sur la neige, mais aussi sur les polluants, sur les métaux lourds, sur les écosystèmes, interactions dans l'Arctique depuis plusieurs années. Elle est aussi membre de l'Institut Université français depuis 2 ans. Aurélien. Merci à Hans Werner. Avant de commencer, je voulais remercier Hans Werner et Cathy de m'avoir invité, ainsi que les organisateurs de ce colloque. Et puis un grand merci même aux personnes qui s'occupent de l'organisation de ce colloque également, qui sont un peu dans l'ombre. La conférence que je vais faire aujourd'hui consiste à parler du devenir des polluants persistants en Arctique. Alors, je ne vais pas balayer tout parce qu'il y en a des centaines. J'ai sous-titré de manière un petit peu dramatique « L'homme, acteur et victime ». Alors, vous allez peut-être voir pourquoi. Alors, hier, on parlait de passion. C'est vrai que ça a été cité une fois. C'était assez intéressant parce que si on va en Arctique avant tout, c'est parce qu'on est certainement passionné. Et voici les paysages qu'il nous est donné de voir. Ici, c'est au Svalbard. Paysage à couper le souffle avec... le sentiment de fouler pour la première fois, c'est le sentiment furtif et factice de fouler ces terres pour la première fois. Mais l'Arctique, c'est également ceci. C'est également l'exploitation des ressources naturelles, du pétrole. C'est également des mines de diamants, des mines de toutes sortes de minerais. Et puis, c'est une région qui est actuellement au cœur d'enjeux énergétiques, miniers, géopolitiques énormes. Vous avez ici quelques coupures de presse en ligne qui montrent l'importance de l'Arctique dans la course aux ressources, dans la course à l'énergie. C'est également une région au cœur d'enjeux commerciaux importants. Ici, vous avez une petite carte montrant les passages mythiques, le passage du Nord-Ouest et le passage du Nord-Est, des passages qui ont été explorés il y a plusieurs siècles, et qui aujourd'hui, en réponse à une décroissance, on l'a vu hier, une diminution de la glace arctique, de la couverture de glace, eh bien, qui sont tout à fait accessibles pour les bateaux de commerce, et avec les premiers bateaux qui ont traversé il y a déjà quelques années sur la route du Nord-Est. Ce qui n'est pas sans conséquence, évidemment, vous en doutez. Et historiquement, l'Arctique était considéré comme une région où les polluants étaient transportés vers l'Arctique, et actuellement, il va falloir se faire à l'idée que les polluants sont désormais produits en Arctique, et avec des conséquences que l'on peut imaginer. Alors, des choses qui ont déjà existé par le passé, on peut penser à la catastrophe de l'Exxon Valdez en Alaska, mais des choses qui vont se passer avec des conséquences potentiellement dramatiques. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? De quels contaminants parle-t-on? Un petit retour cinématographique essentiel pour parler des Dirty Dozen, qu'on appelle en bon français les 12 salopards. Ce sont 12 contaminants visés par la Convention internationale de Stockholm en 2001. Ces 12 contaminants, les voici, je les ai listés. Ce sont des pesticides. Vous connaissez, la plupart d'entre vous, le DDT, un pesticide fameux. Il y a par exemple des composés qui sont dans les produits de consommation ou des produits industriels. On peut penser au PCB utilisé dans les transformateurs, polychlorobiphényle, et tout un tas de molécules, dont les dioxines, qui sont des sous-produits de combustion. Et ces molécules ont en commun le fait d'avoir des grandes chaînes carbonées, le fait d'avoir des atomes de chlore. Et puis elles ont été visées par cette convention de Stockholm, qui les bannit, ou en tout cas qui les régule, par exemple pour le DDT. Ils ont en commun leurs propriétés de toxicité avérées, indéniables, leur persistance dans l'environnement. Alors bien entendu, c'est normal, puisqu'on a synthétisé ces molécules comme pesticides pour qu'elles durent. Donc on les a fait résistantes au processus de dégradation, et donc on les retrouve des années après dans l'environnement, et on les retrouve sur la planète entière.
Et dernier point, ces molécules se retrouvent dans les chaînes alimentaires. Alors ça, c'est 2001. Depuis, la Convention de Stockholm est étendue à tout un tas de polluants, une vingtaine. Mais si on fait une petite recherche dans la littérature, ce n'est pas 20 polluants qu'il faut considérer, c'est des centaines. Aujourd'hui, on utilise plus de 100 000 molécules dans notre vie quotidienne, à des produits dans des quantités industrielles. Et une petite étude de Brown et Vania, publiée en 2008, montre que sur ces 100 000 molécules, il y en a une bonne centaine que l'on retrouve en Arctique dans la chaîne alimentaire et que l'on retrouve et qui ont des propriétés similaires à ces fameux premiers 12 polluants visés. Alors évidemment, ces polluants se retrouvent dans la chaîne, dans la faune arctique. Voici quelques exemples. Sur le panneau de gauche, c'est une illustration des concentrations en PCB, polychlorobiphényle, dans la graisse de l'ours polaire. Alors peu importe la répartition, les concentrations, il y en a dans toute la chaîne alimentaire. Les PCB sont peut-être plus un problème d'actualité vu la décroissance des sources, mais ils sont remplacés par d'autres polluants émergents. Et puis, relier ça à l'homme également, puisque on retrouve tous ces composés dans le sang, par exemple. Alors ici, c'est un exemple qui n'est pas tout à fait récent, puis ça date de 2002-2003. Ce sont les valeurs d'Arochlore, d'Arochlore qui ici là, Arochlore qui est en fait le nom de Monsanto donné à un PCB, c'est juste un nom commercial. Et on retrouve en fait ces composés dans le sang des populations autochtones vivant en Arctique. Je pourrais vous présenter le même genre de graphe pour d'autres composés, pour le mercure, pour tout un tas de métaux. Alors, d'où viennent ces composés? Un petit peu essayer de vous faire comprendre cela. J'ai pris un exemple d'une chaîne alimentaire un petit peu réduite. La voici. Alors, j'ai parlé d'un peu de drame, alors on va faire un peu plus de drame. La relation, on va dire, trophique se rapproche entre les deux individus. Alors, est-ce que c'est cruel? Il y a deux niveaux de lecture. Est-ce que c'est cruel pour l'homme qui va peut-être mourir dans d'atroces souffrances, quoique peut-être assez rapidement, ou est-ce que c'est cruel pour l'ours qui, à travers cette consommation de cette proie, qui n'est peut-être pas la meilleure en termes de lipides, eh bien, va absorber également tout un tas de choses. Alors, s'il s'attaque au manteau, il va absorber ce qu'on appelle des acides perfluorés, des composés émergents utilisés dans l'industrie textile notamment, comme agents imperméabilisants. Donc, vous en avez tous dans vos vêtements, dans les fibres textiles, pour la plupart du temps. Ça, c'est une première chose. On peut admettre qu'il avait un téléphone portable dans sa poche. Et hier, il a été mentionné le fait que tous les objets de consommation courante, tous les produits électroniques, mais même le mobilier, contient ce qu'on appelle des retardateurs de flamme, des composés bromés qui permettent de ralentir l'inflammation d'un composé X ou Y. Donc, potentiellement ça. Il y a également, c'est une petite collation. Je vis en Amérique du Nord, et donc la collation est quelque chose d'important, le snack. Ici, c'est un snack santé, mais qui contient quelques pesticides, puisque, par exemple, ce fruit a été traité. Des choses émergentes, les siloxanes, on n'en a pas parlé, on en parle assez peu encore, ce sont des choses émergentes, mais que l'on trouve dans tout un tas de produits. C'est des molécules assez bizarres, cycliques, avec du silicium. C'est un truc qui n'existe pas dans la nature, qu'on retrouve par exemple dans les produits de soins corporels, dans les déodorants. Donc, tu peux imaginer que ça sera absorbé par l'ours. Le mercure, par exemple, sur l'amalgame dentaire qu'avait éventuellement cette personne. Des nanoparticules, on n'en a pas encore parlé, mais sur la crème solaire, des nanoparticules de titane. Alors effectivement, le temps ne se prête pas à la crème solaire, mais nanoparticules, évidemment, le sang, qui véhicule tout un tas de composés, de molécules, notamment des médicaments, les lipides, qui, eux, vont agréger tout un tas de choses, dont des polluants organiques qui vont se trouver là-dedans. Et puis, on n'a pas fini le tour, puisqu'on peut imaginer que le moteur était en marche, et donc on a tout un tas de produits de combustion, de métaux, cadmium, plomb, platine, on peut faire une liste importante, et quelque chose qui a été mentionné hier par Catilo, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, en gros, des produits de combustion, des molécules issues de la combustion des produits pétroliers. Alors, plus sérieusement, ce sont nos modes de vie, sous les latitudes que l'on qualifie d'industrialisés, qui produisent ces composés actuellement. Mode de vie, ici, vous avez plusieurs illustrations.
liées aux émissions de mercure, combustion de charbon, orpaillage, produits électroniques, sidérurgie, et puis tout un tas d'autres choses qui sont émises. Je parlais dans le titre de dualité, parce que n'oublions pas, je ne vais pas dresser un tableau totalement négatif, c'est que n'oublions pas que ces produits ont amélioré considérablement nos conditions de vie. On peut parler des pires cochonneries, le DDT, mais ça fait plus d'un demi-siècle que c'est utilisé, et notamment ça a permis d'éradiquer les vecteurs de la malaria, comme les moustiques, et sauver la vie de millions de personnes. Alors, donc ça, c'est une notion à avoir à l'esprit. Et alors, c'est très dur de quantifier la quantité de polluants qui arrivent vers l'Arctique. Ici, par exemple, pour le mercure, qui est assez bien quantifié, on estime qu'il y a à peu près 200 tonnes par an de mercure qui sont transportés vers l'Arctique. Alors, comment sont-ils transportés? C'est l'animation suivante. À propos du mercure, par exemple, vous avez ici une illustration du transport de ce polluant émis sous les latitudes, nos latitudes, les centres industriels, émis dans l'atmosphère et qui va se répartir sur la planète et qui va se retrouver, par exemple, aux hautes latitudes polaires. Ça, c'est une voie de transport rapide. On peut imaginer qu'un polluant émis aujourd'hui à Paris, dans une semaine, se retrouve en Arctique. C'est assez rapide. On a évidemment un transport océanique, ici centré sur l'océan Arctique, des courants océaniques qui vont transporter ces polluants. Là, les échelles de temps sont beaucoup plus longues puisque c'est un mouvement lent et qui va petit à petit transporter et relarguer ces polluants. Une chose à mentionner, c'est tous les bassins versants et fleuves qui alimentent l'océan Arctique, qui sont pourvoyeurs aussi de contaminants. Une étude récente montre que, par exemple, les grandes rivières, grands fleuves type Mackenzie, vont apporter beaucoup de mercure dans l'océan Arctique. Et puis une dernière chose qui n'a pas encore été mentionnée, c'est le transport en saumon. Transport en saumon, on parle de biovecteurs. C'est des choses assez nouvelles qui datent des années 2003-2005, où en fait les animaux migratoires, on peut penser au saumon, on peut penser aux oiseaux, certains animaux migratoires vont apporter dans leur organisme, à certaines saisons, une quantité importante de polluants qui va être concentrée sur les zones littorales. Et ça pose un problème important parce que ces zones sont souvent des zones riches d'activités. Et c'est une thématique de recherche en plein développement. Et alors, est-ce que... Bon, je sais, il y a beaucoup de photos d'ours, mais ça me plaît particulièrement. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Est-ce que si, dans un fantasme, j'ai envie de manger... On me demande souvent, est-ce que je peux manger la neige? En Antilles, vous travaillez sur la neige, il y a des saletés, vous mesurez du mercure. Est-ce que c'est grave? Il y a plus de chances d'attraper une bactérie laissée par un renard ou quelque chose comme ça que d'être intoxiqué à un PCB au mercure en mangeant de la neige. La même question pour l'eau. Pourquoi? Parce que se déposent, par exemple, sur la neige, des quantités très faibles, très faibles, c'est quelques picogrammes, nanogrammes, c'est à une toute petite échelle, et pourtant, du fait de la configuration spécifique des chaînes alimentaires arctiques et des propriétés de ces polluants, ils vont rester stockés. Pour les polluants organiques, ils vont rester stockés dans les lipides, peu métabolisés, et donc ils vont rentrer dans le bas de la chaîne alimentaire, ici symbolisé par exemple par des phytoplanctons. Ils vont rentrer dans le bas de la chaîne alimentaire et ils vont y rester. Et au fur et à mesure qu'ils vont progresser dans la chaîne alimentaire, ils vont se concentrer dans les organismes de fin de chaîne. Pour le mercure, c'est un peu différent, mais le principe, le résultat est le même, c'est plutôt une fixation sur les protéines, donc sur la viande, qui était montrée hier sur les aspects nutritionnels. Et puis ici, donc, on voit illustrer ce phénomène de bioamplification. Vous avez le niveau trophique, les étages, si vous voulez, de la chaîne alimentaire, en fonction de la concentration en PCB, quelque chose qui a une grosse affinité pour les lipides. Et vous voyez qu'on part de choses proches de l'unité pour le bas de la chaîne, et puis on arrive à des concentrations qui sont 10 000 fois, parfois 100 000 fois, 1 million de fois supérieures à ce qu'il y avait tout en bas de la chaîne alimentaire. Et croyez-moi, ces types de concentration vont avoir des effets toxiques, des effets sur la reproduction, des perturbations endocriniennes pour tous ces animaux, ces mammifères par exemple. Mais ce n'est pas tout. Si on va tout en bas de la chaîne alimentaire, et c'est des choses tout à fait nouvelles, on trouve des bactéries, des micro-organismes. Et récemment, on a découvert des choses assez étonnantes. On a mesuré par exemple dans la neige les concentrations en mercure biodisponible, ce qui peut rentrer dans les cellules. Alors l'échelle, c'est du nanogramme par litre, donc c'est extrêmement faible.
On a mesuré ça et on a mesuré également le nombre de copies du gène MER. Alors c'est quoi cette chose-là? C'est un gène qui est responsable de la détoxification du mercure. C'est quelque chose qui aide les bactéries à lutter, à se débarrasser du mercure. Une bonne chose. Et on a remarqué dans la neige, au printemps, que quand les concentrations dans la neige augmentent en mercure, eh bien, il semblerait que le nombre de copies de ce gène de résistance augmente. Ce qui pourrait indiquer plein de choses, mais ce qui pourrait indiquer entre autres que même ces petits organismes ont une sensibilité, une réaction à cette intrusion de polluants, de composés dans l'Arctique. Alors, une des missions des scientifiques, c'est aussi, on n'en a pas encore parlé, d'évaluer les risques. Alors on nous pose des questions simples. On rejette des polluants, tant de tonnes, et puis, dis-moi, quelle est la concentration dans un organisme cible ou dans une cible qui est à définir, ressources halieutiques par exemple, hommes, ours, etc. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Question simple. Question qui devient encore plus compliquée si on rajoute changement climatique. Dans l'hypothèse d'un changement climatique, que devient cette relation? Alors, notre rôle, c'est d'essayer de faire le lien entre ces deux carrés. Il y a une simple flèche, mais en fait, cette flèche, elle n'est pas anodine, puisqu'elle traite de tout ceci, du devenir des polluants une fois qu'ils sont introduits, elle traite du transfert, du rôle des interfaces, et elle traite des rétroactions naturelles. Alors, je vais essayer de traiter ça de manière, de mon point de vue plutôt géochimiste, voire biogéochimiste, mais ça peut receler tout un tas de disciplines. Et je vous propose de regarder deux exemples. Un exemple des contaminants plutôt organiques, et puis un exemple d'un contaminant qui a un cycle déjà naturel. Alors faisons un petit exercice de modélisation avec les mains. Je mets des POPs. Alors POPs, polluants organiques persistants. Le nom est d'ailleurs assez mal choisi, ça fait penser plutôt à une boîte de soda en Amérique du Nord ou à un type de musique. On met ce composé dans cette boîte-là. Alors, voici une boîte arctique avec tout un tas de réservoirs représentés. Et puis, vous voyez apparaître plein de flèches avec des constantes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais on a un avantage pour la prédiction, c'est que on a une constante, qu'on appelle une constante coefficient de partition, qui décrit un petit peu les propriétés physico-chimiques de ces produits. Et ces propriétés, on les connaît très bien, puisqu'on a synthétisé ces produits. Ça, c'est un avantage qu'on a. Et cette constante donne un petit peu la répartition du polluant entre deux interfaces, entre deux boîtes, si vous voulez. Un PCB qui a une bonne affinité pour les lipides, si on le met dans l'eau, eh bien, va se retrouver plutôt dans le plancton. Un autre composé, hexacyclobenzène par exemple, qui est plutôt insoluble, va plutôt se retrouver dans l'atmosphère. Alors donc en connaissant ces coefficients de partition et en sachant qu'ils ont une bonne dépendance avec la température, on peut se risquer à faire des prédictions sur l'avenir. Alors la réalité est un petit peu différente et se complique. Alors ici, qu'est-ce qu'on remarque? Alors tout d'abord, on remarque que les deux scientifiques que je connais très bien ont mal mis leur combinaison de survie. La deuxième chose qu'on remarque, c'est que dans la réalité du monde, on a des interfaces multiples, on a de l'atmosphère, on a de l'eau, on a de la glace, on a de la neige, et on a tout ça qui se mélange et qui évolue. Alors récemment, sur l'observatoire de Zeppelin au Svalbard, on s'est intéressé, on a regardé les séries temporelles des concentrations de différents polluants organiques persistants, ceux qui sont visés par la Convention de Stockholm. On a regardé leur concentration dans l'air, évolution depuis les années 90. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on a coupé les sources, donc ça décroît. Plutôt positif comme action. La moins bonne nouvelle, c'est que quand on regarde autre chose, certains autres composés, eh bien, depuis les années 2000, là, 2003, vous avez une réaugmentation dans l'air. Alors c'est un phénomène assez nouveau. Et puis si on regarde, alors ça c'est des choses un petit peu plus compliquées, mais si on regarde tout un tas d'autres composés organiques, par exemple ici le lindane, la tendance mesurée c'est en bleu, mais par un artefact numérique et statistique, si on exclut la tendance décroissante liée au fait qu'on a supprimé les sources, eh bien on se retrouverait avec autre chose. En réalité, on se retrouverait avec des concentrations qui sont en train de réaugmenter. Et ça, c'est lié, en tout cas dans ce papier-là qui a été publié dans Nature Climate Change, c'est lié, ou ça serait lié, on peut en discuter, à une décroissance du couvert de glace ou une croissance des températures. Alors continuons là-dedans et regardons ce qui se passe justement dans cette glace, la glace de mer.
On en a parlé longuement hier. Ici, la glace de mer, avec l'échelle de profondeur, de surface de la glace et puis 4 mètres de glace. Une glace pluriannuelle ici, avec la glace nouvelle et puis de la vieille glace au bas de cette couche. En mesurant le lindane ici, on s'aperçoit que le lindane est très concentré dans les couches de surface et puis plus on descend dans la glace, moins il existe, et ça va de pair avec la courbe de salinité de cette glace de mer. Alors si on regarde un petit peu ce principe de la glace de mer, ici à l'automne, quand se forme la glace de mer, vous avez des polluants organiques qui peuvent être concentrés selon leurs propriétés dans la glace de mer. Au fur et à mesure que la glace de mer croît, ici vous avez aussi une petite animation, elle va exclure une partie de son sel, processus de désalinisation, brine exclusion, qui va en même temps entraîner une partie de ses composés organiques. Et puis au printemps, ça s'aggrave un petit peu parce que le fait que la neige de surface fonde va poursuivre et accentuer ce phénomène de désalinisation et de transfert. Et donc on se retrouve à l'interface glace-eau de mer avec un relargage, une libération de polluants organiques qui n'est pas sans conséquence parce que cet environnement est une niche environnementale très importante où vous avez des populations d'algues importantes et donc vous avez un transfert possible vers les chaînes alimentaires. Alors, c'est également, dans ce cadre de changement climatique, on a de plus en plus de glaces jeunes, très salées, et qui va donc concentrer potentiellement des polluants organiques. Et ce que montraient ces études atmosphériques, vous semblez montrer, c'est que la fonte de cette glace jeune qui a concentré ces polluants va relibérer tout ça vers l'atmosphère. Alors c'est une des façons d'interpréter les courbes atmosphériques que je vous ai montrées, il y en a d'autres. Mais les enseignements qu'on tire de ceci, c'est qu'effectivement, supprimer les sources de polluants, c'est important, mais on est en face d'un nouvel ordre des choses, c'est qu'on est désormais dans un régime de sources secondaires, c'est-à-dire que les polluants qui ont été émis ont été stockés dans différents compartiments de l'environnement, la glace, les sols, le pergélisol, et puis on est dans une situation où ils vont être remobilisés vers l'atmosphère et vont reboucler un nouveau cycle parce que ce sont des choses persistantes. Donc elles peuvent vivre plusieurs dizaines d'années dans l'environnement. Deuxième point que je n'ai pas abordé, c'est que ces polluants, malgré tout, se dégradent subtilement par la photochimie, mais aussi par les micro-organismes qui vont produire des métabolites, des sous-produits qui sont parfois moins toxiques, mais qui peuvent être parfois plus toxiques. Et c'est quelque chose également à examiner. Deuxième exemple que je voulais prendre, deuxième exemple qui est très important en Arctique, c'est le mercure. Alors le mercure a la particularité d'être un polluant, mais aussi d'être un composé qui existe naturellement. Ça existe dans la croûte terrestre depuis qu'il y a de la Terre. L'activité de l'homme a contribué à prendre ce qu'il y avait dans la Terre et le remettre dans l'atmosphère, notamment par la combustion de charbon, par l'industrie minière, l'orpaillage. Ce polluant est la cible d'études dans le monde entier. Il est une préoccupation sanitaire mondiale et pas uniquement arctique. Ça vise des millions de personnes dans le monde. Et puis, tout récemment, je veux attirer votre attention sur le fait qu'il y a une signature d'une convention internationale rarissime. 120 pays ont signé ce qu'on appelle désormais la convention de Minamata pour réglementer, bannir l'usage du mercure dans les activités humaines. Fait assez unique au niveau international. Alors, voilà, repartons sur le terrain, repartons au Svalbard ici. On met une cabane en bois. Bon, je me tire peut-être une balle dans le pied en disant ça. Donc, on met une cabane en bois s'il y a des organismes financeurs, mais derrière cette cabane est alimentée en électricité. Il y a un village avec des laboratoires, il y a une logistique, il y a des centaines de kilos de matériel transporté. Donc, c'est pas juste quelques planches. Et on introduit dans cet environnement, un peu de mercure. Alors, anthropique, naturel. Ça, c'est nos collègues qui travaillent en isotopie qui, peut-être dans quelques années, nous diront quelle est la part naturelle, la part liée aux activités humaines. Mais en tout cas, ce mercure, alors on veut savoir s'il va dans un ours. Toujours la question, lien direct. Évidemment, la réponse, vous la connaissez, elle n'est pas directe. Tout d'abord parce qu'on a des phénomènes atmosphériques uniques, exceptionnels, originaux, qu'on appelle les Atmospheric Mercury Depletion Events, qui ont été découverts par des collègues canadiens dans les années 90, après les découvertes des phénomènes de déplétion d'ozone, où le mercure atmosphérique est oxydé par des radicaux halogénés, provenant potentiellement de la glace, mais c'est encore discutable. Et ce mercure oxydé est déposé sur les milieux environnementaux, banquise, neige, sol, eau, etc.
Ce phénomène de réactivité uniquement printanier va transférer le réservoir atmosphérique vers les sols, la neige. Ça, c'est un phénomène très important. Et on s'est intéressé rapidement à ça. Et nos travaux, qui portent non pas uniquement sur le Svalbard, mais sur la baie d'Hudson, qui portent aussi sur le Groenland, ont montré ceci. Alors ici, vous avez un enregistrement de l'atmosphère en mercure. Au printemps, vous avez les niveaux ici qui vont se mettre à chuter. Ça correspond à cette réactivité importante. Et en parallèle, vous avez un accroissement du mercure sous une autre forme, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui est déposé dans la neige de surface. Et ces concentrations vont croître, mais croître significativement, c'est-à-dire qu'on progresse d'un ordre de 2 à 300 fois ce qu'il y avait avant. L'histoire ne s'arrête pas là, parce que quelques heures, minutes après, vous avez quelque chose qui se superpose, qu'on peut mesurer, des flux qui sortent de la neige, une bouffée de mercure qui est réémise par le manteau neigeux, et ça a été découvert dans les années 2002 et repris depuis, avec donc une réaction de photochimique, c'est-à-dire la destruction de ce qui s'était déposé dans la neige et qui va repartir vers l'atmosphère. Et ça induit une bouffée de mercure qui repart vers l'atmosphère, et au final, ce qui avait été déposé par ces événements est modéré, et on peut estimer qu'en quelques jours, 80 à 90% de ce qui s'est déposé sur la neige repart vers l'atmosphère. Et puis, il en reste quand même une petite partie qui part dans les eaux de fonte. Ici, c'est une étude sur l'eau de fonte. Les barres bleues montrent une expulsion, un pulse au début de la fonte de mercure. On peut regarder à l'échelle d'un fjord, le Kongsfjord, où on s'aperçoit qu'au travers de la fonte, c'est quelques kilos, 2 kilos environ de mercure qui sont rejetés dans le fjord. Bref, en résumé, voilà les processus que je viens de montrer très rapidement, du dépôt, de la réémission et un peu de départ vers la fonte. Alors on n'a pas fini. On n'a pas fini parce qu'une des conditions nécessaires à une pénétration dans la chaîne alimentaire de ces composés, c'est de leur biodisponibilité. Et ça, c'est fondamental pour toute l'étude des métaux, l'étude de la biodisponibilité, que l'on a menée au travers de différentes études. Par exemple, une façon de voir ça, c'est en utilisant directement une cellule. On a mis au point ce qu'on appelle un biocapteur, une bactérie que l'on va un peu bricoler, bidouiller. Qu'est-ce qu'on lui met dans son matériel génétique? Ici, un plasmide. On lui clone tous les gènes, l'opéron mère qui est en fait impliqué dans la résistance au mercure, et on ajoute des gènes de luminescence. Donc on fait un outil fabuleux, on fait un outil qui, quand on voit du mercure à l'intérieur de la cellule, le mercure arrive dans la cellule, eh bien il va émettre de la lumière, une chose facilement mesurable, quantifiable. Et en regardant tout ça, on s'aperçoit que eh bien, ces événements de dépôt de mercure vont avoir une biodisponibilité différente, et finalement, ce qui semblait marquant, c'est que la précipitation fraîche, la neige fraîche, voire l'eau de pluie, apporte des quantités importantes de mercure biodisponible, des choses encore à étudier. Alors le cycle est beaucoup plus complexe que je viens de le dire, et je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, c'est pour vous montrer que ça fait l'objet de tout un tas d'études et de disciplines. C'est pour ça que j'ai intitulé ça « Mobilité et transformation », puisqu'il y a des échanges et des transformations de ce composé. Je voulais juste pointer du doigt un composé essentiel qui est le méthylmercure, que j'isole ici. Le méthylmercure, c'est quoi? C'est du mercure où on ajoute une petite chose, un groupement méthyle. Ça a l'air de rien, mais ça conditionne tout, parce que ça conditionne son affinité pour les protéines, et ça conditionne son passage et son amplification dans une chaîne alimentaire. Donc c'est fondamental, et c'est assez unique dans la nature, parce que la nature est capable, alors je vous déconseille de manger ou de boire du mercure divalent, mais la nature est capable de produire quelque chose d'encore plus toxique qu'on appelle le méthylmercure. Et ça, c'est assez unique. Alors ce méthylmercure, ces processus de formation sont l'objet de recherches intenses. Par exemple, a été découvert il y a assez longtemps déjà, plus d'un demi-siècle, la méthylation anaérobie, c'est-à-dire on s'est aperçu que des bactéries vivant dans les sédiments, en milieu anaérobie, étaient capables de produire du méthylmercure. Alors, les choses récentes là-dedans, c'est qu'en 2013, on a identifié 2 gènes de méthylation. C'est un papier publié en Science. 2 gènes de méthylation qui vont certainement révolutionner notre appréhension de ce phénomène et ouvrir des perspectives en biologie moléculaire notamment. Mais on croyait que c'était vraiment réservé aux sédiments. On s'aperçoit que dans la colonne d'eau, en Arctique, mais aussi dans d'autres océans ou mers, il y a de la méthylation. On s'aperçoit qu'il y a un lien entre ce qui se passe à l'interface avec le cycle biogéochimique du soufre et la présence de méthylmercure dans les environnements proches. Et on s'aperçoit aussi
que le méthylmercure dépend aussi de la décomposition de celui-ci, puisque pour avoir du méthylmercure, il faut le produire, mais aussi il va se décomposer. Donc il y a des études récentes qui montrent toute l'importance de la décomposition de ce produit. Alors peut-on spéculer? L'exercice qu'on me demande parfois est assez risqué et osé, et on peut aborder différents paramètres climatiques changeants. La température de l'air va pourquoi pas diminuer la formation de mercure de plus, c'est positif, mais on a quelque chose qui contrebalance, c'est la glace de mer. Je vais vite. Pourquoi? Parce qu'on va arriver à tout un tas de flèches qui vont dans tous les sens et qui sont proprement inquantifiables. Et on est incapable d'avoir une image précise de ce qui va se passer. Alors pourquoi on est incapable d'avoir une image? C'est que ce cycle est tellement compliqué et fait appel à tellement de variables environnementales qu'il nous est très difficile d'arriver à voir clair. En tout cas, j'étais envieux hier de voir les gens qui travaillaient sur la banquise et qui avaient des modèles qui convergeaient pas très bien, mais qui étaient quand même pas mal, qui entre la mesure et l'observation, vous aviez des modèles qui reproduisaient pas mal finalement les observations. Avoir des modèles ici, c'est un futur lointain, je pense, puisque pour avoir une vue d'ensemble, il faut être capable de connaître le comportement de chacun de ces paramètres. Il pourrait y en avoir d'autres. Et si on prend chaque paramètre pris séparément, eh bien, il va nous raconter une histoire. Il va nous raconter une histoire, peut-être une histoire différente de son copain, mais c'est la somme de ces histoires qui fait que l'on a la vue globale, la vue du changement climatique sur ce contaminant X ou Y. Une donnée importante dans ce type d'études, quand on s'approche de l'écosystème, c'est la notion de temps et d'espace. Parce que autant on peut avoir une très très bonne idée de la couverture de glace au niveau de tout l'Arctique, peut-être à l'échelle horaire, peut-être mieux, je suis assez naïf là-dedans, autant avoir une idée de la concentration d'un polluant organique dans la graisse d'un ours localisé dans une région du Svalbard est extrêmement difficile. Et il est hors de question d'avoir une vue globale sur tout l'Arctique, et c'est totalement impossible. Je voulais aussi mentionner une chose importante qui m'est venue à l'esprit en fait en regardant les publications qu'on avait faites depuis une dizaine d'années, c'est qu'il faudrait rajouter une mention, un avertissement, comme on peut faire sur les paquets de cigarettes, sur tout un tas de produits, c'est que toute ressemblance à un état des lieux environnemental n'est que pure coïncidence, un état environnemental pérenne et fidèle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous allez sur le terrain, vous faites des observations, vous faites tout un tas d'observations à l'instant T. Eh bien, quelques mois après, quelques années après, ces observations vont devenir non valables ou fausses ou différentes. Pourquoi? Parce qu'on est dans une période d'instabilité forte, de changement qui affecte de manière difficile à comprendre tout un tas de compartiments. C'est pour ça que je pense qu'il est essentiel de pouvoir mutualiser des objets d'observation, des zones d'observation qui sont capables d'exister sur la durée, mais qui sont capables de fédérer tout un tas de disciplines. Alors quand je parle de multiples disciplines, je ne vais pas très loin, je parle juste de faire travailler ensemble des physiciens, des biologistes, des chimistes. C'est dur de les faire parler ensemble, ils n'auront pas forcément le même langage. Mais rien que mettre ensemble ces personnes sur un même objet d'étude peut apporter des avancées formidables sur la compréhension de ces cycles biogéochimiques. Et enfin, c'était mon sous-titre de la présentation, vous voyez apparaître dans ce schéma très très général l'homme ici à gauche. Et en fait, sur ce schéma, il a une position particulière. Il est à la fois un émetteur de tout un tas de substances toxiques et contaminantes, et également moteur de changement climatique, et c'est aussi la victime de tout ça, puisqu'il est le réceptacle ultime de la chaîne alimentaire. Je vous laisse sur ceci, et je voulais en profiter pour remercier tout un tas de partenaires associés à ces études, et un certain nombre de collègues. Merci à tous.